En mathématiques, on dit parfois que pour résoudre certains problèmes, il faut de l'intuition. Et souvent par intuition, on entend des espèces d'idées farfelues qui résolvent les problèmes, mais qui semblent sortir de nulle part. Accouplé à cette vision de certains problèmes, on entend parfois que c'est inné, que certains ont l'intuition mathématique et certains non. Je ne suis pas en accord avec cette vision. Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment avoir de l'intuition sur un problème, par la compréhension profonde de celui-ci et de tous les objets mathématiques qui le composent. Puis comment passer de l'intuition à une preuve formelle. Et ce via un exemple, cet exercice d'analyse de première année dans le supérieur, sup en prépa ou première année de licence. Aujourd'hui, on va résoudre cet exercice, mais pas simplement pour se satisfaire d'avoir réussi l'exo, mais dans le but de réellement comprendre pourquoi les résultats que suggère l'exercice sont vrais, afin d'améliorer notre intuition mathématique. Alors évidemment, en premier lieu, je vous conseille de chercher l'exercice par vous-même, c'est toujours la chose la plus formatrice à faire, et une fois que c'est fait, réussite ou échec, n'hésitez pas à regarder la suite de cette vidéo. D'une part pour le corriger, et de l'autre pour obtenir des outils qui, je l'espère, vous aideront à forger votre intuition mathématique. Allez, rentrons dans le vif du sujet et voyons ce que nous réserve cet exercice. Il s'appelle théorème du point fixe attractif et du point fixe répulsif, et il traite du comportement de suite défini par récurrence à partir de fonctions, selon la nature de leur point fixe. Et là, il y a une question qui nous vient tout de suite à l'esprit. Qu'est-ce qu'un point fixe d'une fonction? Et quel est le rapport avec les suites définies par récurrence avec cette dernière? Alors un point fixe, c'est tout simplement un point qui reste inchangé, donc fixe, par f. Autrement dit, c'est un point A par exemple, tel que f de A soit égal à A. Graphiquement, ces points sont situés à l'intersection entre la courbe de f et la droite d'équation y égale x. En effet, en un de ces points d'intersection, dont disons l'abscisse est A, l'ordonnée est aussi A, car on est situé sur la droite d'équation y égale x. Mais le point étant aussi situé sur la courbe de f, l'ordonnée est aussi f de A. Quant au rapport entre les points fixes et les suites récurrentes, il tient en un simple résultat. Considérons D une partie de R, f une fonction de D dans D, et un une suite pour laquelle U0 appartient à D et qui est définie par récurrence en fonction de f. Ce résultat dit que si un converge vers une limite L appartenant à D et que f est continu en L, alors L est un point fixe de f. Autrement dit, f de L égale L. Donc ce résultat, il dit que les seules limites possibles pour les suites définies par récurrence à partir d'une fonction sont les points fixes de cette fonction. Et la raison, en réalité, elle est toute bête. Si un converge quand n tend vers plus l'infini, c'est qu'au bout d'un certain temps, les termes de la suite ne changent que très peu de valeur. Autrement dit, un plus 1 moins un tend vers 0. Quand n tend vers plus l'infini, passer au terme suivant ne change quasiment pas la valeur de la suite. Une autre manière de dire ça, c'est de dire que limite de un plus 1 quand n tend vers plus l'infini, c'est aussi limite de un quand n tend vers plus l'infini. Ici, l'indice ne change rien. Mais dans le cas de ce type de suite, on passe d'un à un plus 1 avec la fonction f. Donc on peut reformuler ceci comme limite de f de un quand n tend vers plus l'infini est égale à la limite de un quand n tend vers plus l'infini. Or, par continuité de f en L, on peut passer cette limite à l'intérieur de la fonction. Il s'agit de la caractérisation séquentielle de la continuité. Cette caractérisation, elle dit que le fait qu'une fonction soit continue en un point est équivalent au fait que pour toute suite qui converge vers ce point, eh bien la suite des images converge vers l'image du point. Autrement dit, limite quand n tend vers plus l'infini de f de un est égale à f de limite quand n tend vers plus l'infini de un. Au final, c'est tout bête. Quand n tend vers plus l'infini, la valeur de la suite ne doit plus trop changer. Et comme c'est la fonction f qui fait changer un de valeur, la limite doit être inchangée par f. Par contre, attention, l'hypothèse de continuité, elle n'est pas là pour décorer. Sur cet exemple, on voit que la suite un converge vers ce point qui a l'air d'être le point d'intersection entre la courbe de f et la droite d'équation y égale x. Cependant, j'ai décidé arbitrairement que f de L allait être situé ici, donc pas du tout sur la continuité de la courbe. F n'est pas continu en L. Alors la suite un converge bien vers L, mais ce n'est pas un point fixe de f. C'est donc pour ça que dans cet exercice, on va s'intéresser aux caractéristiques des points fixes de f, car elles vont avoir un impact sur le comportement de ce type de suite. Alors durant la vidéo, je ferai des rappels sur les concepts en jeu, donc notamment les fonctions lipschitziennes, les applications de classe C1, etc., etc., afin de pouvoir parler au plus de monde possible, mais n'hésitez pas à vous référer au chapitrage de la vidéo pour passer directement aux sections qui vous intéressent. Alors, on nous parle de f, une application de classe C1, d'un intervalle i de R dans lui-même, ok, donc de i dans i, A qui est un point de i, et qui est un point fixe de f. Alors, on nous dit que f est C1, c'est-à-dire dérivable et de dérivée continue. Donc, on parle quand même de fonctions assez lisses, c'est-à-dire que la fonction étant dérivable, il ne va pas y avoir de points anguleux, comme par exemple dans la fonction valeur absolue. Et en plus, la dérivée est continue, ce qui rajoute encore un critère et rend la fonction quand même très lisse et plutôt gentille. I, on nous dit que c'est un intervalle, donc c'est n'importe quel ensemble de la forme A, B. On peut ouvrir ou fermer chaque bord, et A et B peuvent être
plus ou moins à l'infini. L'énoncé nous rajoute une dernière hypothèse. Dans les questions A et B, on suppose que valeur absolue de f' de A est strictement inférieure à 1. Et on fixe ensuite K, qui est entre valeur absolue de f' de A et 1, des deux côtés exclus. Alors cette hypothèse, ça va vraiment être le nerf de la guerre de l'exercice. On voit ici que dans la question C, on nous reparle de cette valeur absolue de f' de A, mais cette fois-ci avec supérieur strictement à 1. Et on comprend que c'est ce critère-là qui va déterminer la nature de notre point fixe. Plus tard dans la question A, on va se tâcher d'interpréter cette hypothèse afin de comprendre pourquoi elle doit avoir les conséquences que l'on va prouver. Alors la question A nous demande de montrer qu'il existe alpha supérieur à 0, tel que f soit k lipschitzienne sur I inter, le segment A moins alpha, A plus alpha. Alors évidemment, le mot important ici, c'est K lipschitzienne. Et si vous ne savez pas ce qu'est une fonction lipschitzienne, je vais faire un petit rappel. Donc, pour tout cas positif, on dit que f est K lipschitzienne sur I si, pour tout couple de points dans I, valeur absolue de f de y moins f de x est inférieure ou égale à K fois valeur absolue de y moins x. Bon, mais alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, simplement, si on dessine une petite fonction ici, qu'on prend deux points x et y, eh bien, la distance entre x et y, donc valeur absolue de y moins x, et la distance entre leurs images respectives, c'est-à-dire cette distance-là, ok? Donc en rouge, on a la distance ici, et en violet, on a la distance ici. Eh bien, ces deux distances sont liées par la relation qui dit que la distance entre les images est au plus K fois la distance entre les points. Ce que cette propriété, elle dit, c'est que sur l'intervalle I, eh bien, entre deux points sur la courbe de f, donc qui sont f de y et f de x, il n'y a jamais une pente qui est plus grande que K. K borne la pente de f sur l'intervalle. Graphiquement, en fait, on peut même dessiner un cône, ok, à partir de x, qui se construit avec deux droites qui ont pour pente K et moins K. Et le fait que f soit K lipschitzienne, c'est simplement le fait que la fonction soit contenu dans ce cône, qu'on appelle des fois cône de sûreté, car entre deux points dans notre intervalle, la pente ne peut jamais être de plus de k. Et ça, en fait, on peut directement le voir algébriquement parce que ce que j'ai écrit, c'est totalement équivalent à valeur absolue de f de y moins f de x sur y moins x est inférieur ou égal à k, c'est-à-dire directement, la pente est plus petite que k. Et pourquoi est-ce qu'il y a un cône? Pourquoi ici je parle de pente moins k? Eh bien, c'est simplement à cause de cette valeur absolue. La fonction ne peut pas croître plus rapidement qu'une fonction linéaire de pente k, mais elle ne peut pas non plus décroître plus rapidement qu'une fonction linéaire de pente moins k. Voilà, donc c'est ça les fonctions lipschitziennes. C'est des fonctions dont les variations sont en quelque sorte bornées, car la distance entre les images ne peut jamais être plus grande qu'un certain multiple de la distance entre les points d'origine. C'est une classe de fonctions qui est super importante et qui donne lieu à plein de propriétés. En particulier, les fonctions lipschitziennes sont toutes continues. Mais aujourd'hui, ce qui va vraiment nous intéresser, ça va être de manipuler cette définition. Et le but de l'exercice, ça va être d'étudier l'influence de ce facteur k, notamment si k est plus grand ou plus petit que 1. Donc, si on revient à l'énoncé, on nous demande de prouver qu'il existe un alpha tel que f soit k lipschitzienne sur cet ensemble-là. Alors, cet ensemble, c'est quoi? On va commencer par d'abord uniquement considérer ce segment-là, a moins alpha, a plus alpha. Si on a notre fonction, ok, qui est ici, hop, et qu'on a le point A qui est là, et on va dire, c'est totalement faux, mais on va dire que ça, c'est un carré, et que f de A est égal à A, donc A est bien un point fixe de f. Ce qu'on veut prouver, c'est qu'autour de A, à une distance de alpha, en fait, de A, f va être k lipschitzienne dans ce petit intervalle. Ça veut dire que qu'importe les points pris dans cet intervalle, la pente va pas dépasser k. Ça ne dit bien évidemment rien sur le comportement de f en dehors de notre fameux intervalle. Ici, on peut tout à fait avoir une pente qui est supérieure à k. Par contre, la pente sur deux points qui sont dans cet intervalle-là, elle doit être plus petite que k. Donc f doit être k lipschitzienne sur cet ensemble. Alors dans l'énoncé, précisément, on parle de I inter A moins alpha A plus alpha. C'est tout simplement parce que, imaginons que A soit très très proche du bord de I, et bien peut-être que le alpha qu'on va trouver, on aura par exemple A moins alpha qui va être en dehors de I. C'est-à-dire que là, ce serait ici A moins alpha. Mais c'est en dehors de I, parce que là, I commence à 0. Donc à ce moment-là, on prend l'intersection avec I, et on va simplement prendre de 0 à A plus alpha. Bref, en général, on peut considérer qu'on est sur la première situation que j'ai dessinée, où on cherche à prouver que F va être k lipschitzienne autour de A. Bon, alors pour ça, on va revenir sur la définition du K. Donc ici, K est entre valeur absolue des f' de A et 1. Donc on a dit que valeur absolue des f' de A était inférieure à 1. Donc K appartient à valeur absolue des f' de A. Et là, pour comprendre pourquoi un tel alpha existe bel et bien, il va nous falloir interpréter l'hypothèse valeur absolue de f' de A est inférieure à 1. Alors, pour interpréter cette hypothèse, on doit revenir à la définition de la dérivée. La dérivée d'une fonction en un point, c'est tout simplement la limite de son taux d'accroissement en ce point, ce qui nous donne la pente de la tangente à la courbe de f en ce point. Alors, pour comprendre comment cette définition-là amène cette interprétation de pente de la tangente à la courbe, c'est assez simple. Si l'on prend la courbe de f
ensuite un point X qui n'est pas trop loin d'un autre point A, f de A. Hein, là, je dis un point X, mais en réalité, c'est le point X, f de X. La pente de cette droite-là, qui est la droite qui relie le point X, f de X et le point A, f de A, eh bien, c'est tout simplement f de x moins f de a sur x moins a. Et dans la limite de ce processus, quand on se rapproche vraiment énormément du point A, eh bien on tend vers la pente de la tangente à la courbe de f en A, c'est-à-dire la droite qui coupe la courbe de f uniquement en A, en tout cas pour un certain segment de la courbe. Dans un langage physicien, la dérivée est interprétée comme la vitesse instantanée de la fonction au point A, en opposition à la vitesse moyenne entre x et A, par exemple ici, qui est la pente de la droite rouge. Évidemment, c'est très important de comprendre tout ça pour avoir l'intuition sur les exercices d'analyse. Et si vous n'êtes pas totalement en point avec ces interprétations de la dérivée, n'hésitez pas à vous reporter à la vidéo de 3Blue and Brown sur le sujet. Alors, finalement, l'hypothèse valeur absolue des f' de A est strictement inférieure à 1 nous dit simplement ça. La tangente à la courbe de f en A a une pente de moins de 1. Donc on voit bien que cette hypothèse elle a un rapport avec les pentes qu'on peut former à la courbe de A, parce que la dérivée est obtenue comme la limite d'un processus où on calcule des pentes. Mais là, comme ça, on voit mal comment passer de cette hypothèse à l'hypothèse vraiment restrictive de la lipschitzianité. Et lorsqu'on lit cette question dans l'énoncé, notre premier réflexe, ça doit être de trouver le rapport entre la lipschitzianité et la dérivée. Et ce rapport, il s'appelle l'inégalité des accroissements finis. On aimerait trouver une condition sur la dérivée de f qui amènerait la lipschitzianité. Et pour ça, on va utiliser un résultat de cours qui fait le lien direct. Lorsqu'on prend un couple précis x, y de points, où y est supérieur à x. Ce que nous dit la condition de lipschitzianité, c'est simplement que sur le segment xy, la vitesse moyenne de la fonction ne doit pas dépasser une certaine valeur seuil k. La pente totale entre x et y ne doit pas dépasser k. Mais alors comment est-ce qu'on pourrait placer une condition sur les vitesses instantanées, c'est-à-dire les dérivées, pour être sûr que la vitesse moyenne sur le segment xy ne dépasse pas k? Eh bien, une solution, c'est que aucune des vitesses instantanées ne dépasse k. C'est-à-dire qu'à aucun moment sur le segment xy, la fonction n'a une vitesse instantanée plus grande que k. Et oui, car si à chaque instant de notre parcours sur le segment xy, on a une vitesse qui est inférieure à k, ben évidemment, la vitesse moyenne sur tout le segment, sur tout le chemin parcouru, elle sera inférieure à k. Donc, si on veut que notre fonction soit k-lipschitzienne sur tout un intervalle i, ce qu'il faut s'assurer, donc imaginons que les bornes de l'intervalle soient ici, a et b, eh ben, il suffit simplement de s'assurer qu'à aucun moment, la vitesse instantanée ne dépasse k. Car si c'est le cas, on ne pourra jamais prendre deux points qui sont dans le chemin, donc dans l'intervalle, et avoir une vitesse moyenne sur ce segment, sur cette partie du chemin, qui dépasse k. Autrement dit, toujours avec l'hypothèse que f soit dérivable sur i, si pour tout x appartenant à i, valeur absolue de f' de x est inférieure ou égale à k, alors f est k lipschitzienne sur i. Ici, la valeur absolue, elle est là parce que la condition de lipschitzianité, elle borne la pente, hein, donc vraiment en valeur absolue. Donc ici, c'est pareil, on doit borner nos vitesses instantanées des deux sens, positif ou négatif. Alors ce résultat, on ne va pas le prouver ici, je vais me contenter de l'explication intuitive que j'ai donnée, mais c'est un résultat très classique qui se prouve d'abord à partir du théorème de Rolle, puis du théorème des accroissements finis, donc de l'égalité des accroissements finis, dont on déduit cette inégalité-là. Alors remettons-nous dans le cadre de la question. On cherche un petit segment centré en A de longueur 2 alpha, sur lequel f est k lipschitzienne. Et k est supérieur à f' de a, en valeur absolue, mais inférieur à 1. Évidemment, c'est possible parce que valeur absolue d'f' de a est inférieure à 1. Grâce à l'inégalité des accroissements finis, il suffit donc de borner la dérivée en valeur absolue de f sur ce fameux segment a moins alpha, a plus alpha, par k, pour s'assurer que f soit k lipschitzienne dessus. Donc en fait, ce qu'on cherche, c'est un petit segment autour de a, sur lequel on autorise la valeur absolue de f' à augmenter, mais elle ne doit pas dépasser k. Au final, on veut un segment un petit peu autour de a, sur lequel la valeur absolue de la dérivée ne bouge pas trop. Et quelle est l'hypothèse de l'énoncé qui va nous assurer ça? Et bien ce que je viens de dire, le fait que la valeur absolue de la dérivée ne bouge pas trop quand on bouge un petit peu autour de a, c'est exactement la définition de la continuité. Si la valeur absolue de la dérivée est continue, alors on pourrait être sûr que autour de a, en ne bougeant pas trop, eh bien la valeur absolue de la dérivée ne bougera pas trop non plus. Et donc, on l'espère, restera dans les clous, c'est-à-dire pas plus de k. Donc, on va devoir utiliser la définition de la continuité. Mais là, il y a un piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est d'écrire la définition de la continuité avec f'. Alors pourquoi? Bon, et bien parce que si j'écris la définition de la continuité pour la dérivée de f, et bien je sais que pour tout epsilon supérieur à 0, il existe alpha supérieur à 0, tel que pour tout x appartenant à i avec valeur absolue de x moins a inférieure à alpha, valeur absolue de f' de
x moins f' de a va être inférieur à epsilon. Ça, c'est la définition de la continuité pour f'. Donc, on peut contrôler l'évolution de f' à partir de f' de a. Mais là, le problème, c'est qu'on ne va pas pouvoir remonter à la valeur absolue. Ici, c'est vraiment l'évolution de f'. Mais ça, en fait, nous, on s'en fiche un peu. Et si on part avec cette définition-là, on va se retrouver bloqué. Depuis tout à l'heure, on parle de la valeur absolue de f'. On veut que la valeur absolue de f' ne bouge pas trop quand on bouge un petit peu autour de a. Donc ce qu'il nous faut en réalité, c'est pas la continuité de la dérivée, c'est la continuité de la fonction qui a x associe valeur absolue de f' de x. Et là, on va pouvoir utiliser un résultat de cours. Cette fonction, elle est continue, car f' est continue. La valeur absolue est une fonction continue, f' est une fonction continue, et la composition de deux fonctions continues est une fonction continue. Et là, ça paraît assez logique, hein. Donc, la définition de la continuité qu'on va vouloir écrire, c'est la définition de la continuité pour cette fonction-là. Donc, on va rédiger ça proprement. La fonction qui a x associe valeur absolue de f' de x est continue en a, car f' est continue en a. Je précise uniquement la continuité en a, parce que c'est la définition de la continuité en a qu'on va écrire. Donc voilà, si on bouge très peu autour de a, la valeur absolue de la dérivée va bouger très peu autour de valeur absolue de f' de a. Mais maintenant, le problème, et c'est quelque chose de récurrent quand on résout des exercices d'analyse de ce type, c'est le choix du epsilon. Ici, on veut que pour tout x appartenant à i, tel que valeur absolue de x moins inférieur à alpha. Et ça, c'est exactement évidemment la même chose que dire x appartient à i inter a moins alpha a plus alpha. Valeur absolue de f' de x soit inférieure ou égale à k. Donc, de combien est-ce qu'on peut autoriser valeur absolue de f' à s'éloigner de f' de a? Et bien, en écrivant les choses de cette manière, on voit que valeur absolue de f' de x doit s'éloigner de valeur absolue de f' de a d'un maximum de k moins valeur absolue de f' de a. Et oui, c'est totalement équivalent. Ici, c'est exactement la même chose. Pour ne pas dépasser k, il suffit de s'éloigner de moins de k moins valeur absolue de f' de a à partir de valeur absolue de f' de a. Donc au final, le epsilon que l'on doit choisir, c'est simplement k moins valeur absolue de f' de a. Rigoureusement dans notre rédaction, on va simplement écrire la définition pour ce choix de epsilon. On obtient donc cette inégalité-là pour un certain alpha. On ne sait pas exactement à quel point on doit être proche de a, mais on sait qu'il existe un alpha à partir duquel ça marche. Cette inégalité de la définition, on peut la réécrire de cette manière, sauf que ce côté-là, on s'en fiche, parce que ça sert simplement à minorer la pente, c'est-à-dire ça nous assure que la valeur absolue de f' ne sera pas plus petite qu'une certaine valeur, mais on s'en fiche complètement pour la Lipschitzianité. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de majorer, et donc c'est ce côté-là de l'inégalité qu'on va garder. Ça, on s'en fiche. Donc au final, la définition de la continuité est équivalente au fait de dire que pour tout x appartenant à i inter a moins alpha a plus alpha, valeur absolue de f' de x est inférieure ou égale à k. Et maintenant, on peut simplement conclure en utilisant l'inégalité des accroissements finis. On a réussi à borner la vitesse de la fonction par k sur l'intervalle i inter a moins alpha a plus alpha. Donc pour n'importe quelle partie de cet intervalle, la vitesse moyenne ne dépasse pas non plus k. Autrement dit, la fonction est k Lipschitzienne. On a maintenant fini la question A, et au final, en termes de rédaction, il n'y a pas grand-chose, quelques lignes. Mais le gros du travail, ça a été de construire notre intuition pour ce qui se passe dans l'exercice, pour savoir exactement quoi utiliser. Quelle hypothèse? La classe C1? Oui, mais quoi? Continuité, dérivabilité, continuité de la dérivée? La condition sur valeur absolue de f' de a? Oui, mais comment passer de ça à la Lipschitzianité? C'est toutes ces questions qui nous ont permis de comprendre le phénomène, et une fois que nous étions convaincus que le résultat de la question était vrai, la preuve s'écrit sans difficulté majeure. Alors, on passe donc à la question B. On nous demande de montrer que si U0 appartient à I inter a moins alpha a plus alpha, alors UN converge vers A. D'ailleurs, l'énoncé nous dit même qu'un dessin est recommandé. Et évidemment, on va pas se priver. D'ailleurs, on va même faire mieux. Une fois qu'on aura fini de corriger l'exercice, je vous montrerai des exemples avec une petite animation. Alors, allons-y. On se rappelle que notre suite elle est définie de manière récurrente à partir de la fonction. Bon, évidemment, si on nous donne comme hypothèse que U0 appartienne à I inter a moins alpha a plus alpha, c'est qu'on va utiliser le fait que f soit k Lipschitzienne sur cet intervalle précis. D'ailleurs, pour le dessin, au lieu de la courbe de f, on va représenter la fonction comme une fonction qui agit sur l'axe d'abscisse et qui nous renvoie un nouvel axe, qui est sur notre graphique l'axe d'ordonnée, avec les images des points. On va illustrer notre fonction comme une transformation de cet axe. Ce sera un petit peu plus simple pour voir ce qui se passe. Si je prends A, qui est ici, et un terme U0 qui est pas trop loin, et disons qu'il est dans notre fameux segment. Bon, eh bien on sait que quand on passe ces deux points par la fonction f, A est inchangé, c'est-à-dire qu'on reste au même point. Par contre, U1, donc qui est f de U0, est quelque part. Mais où exactement? Eh bien là, on a une information super importante. La fonction est k Lipschitzienne. Donc rappelons-nous de ce que ça veut dire, c'est que f de U0 moins f de A est plus petit ou égal à k U0 moins A. C'est-à-dire que la distance entre U0 et A
qui est ici, en rouge, est relié à la distance f de u0 moins f de a en violet. Et ici, il y a quelque chose de super important sur le facteur k. K est inférieur strictement à 1, on le sait. Donc au final, la distance entre f de u0 et f de a, elle est plus petite que la distance entre u0 et a. C'est-à-dire que f de u0 est plus proche de f de a que u0 n'est proche de a. Sauf que f de u0, c'est simplement u1, hein, c'est le prochain terme, et f de a, c'est a. Donc f fixe a et contracte les distances autour de a. Donc u1 se retrouve plus proche de a que U0. Et qu'est-ce qui se passe si on répète le processus? C'est-à-dire si ici je repasse notre axe dans F, eh bien A reste toujours à A, évidemment. Hein, c'est F de A si on veut. Et U2 se rapproche encore de A, car c'est F de U1. Et encore une fois, par la lipschitzianité, F de U1 moins F de A est inférieur ou égal à K fois U1 moins A. On réécrit et on a valeur absolue de U2 moins A est inférieur ou égal à K fois U1 moins A. Et comme K est strictement inférieur à 1, ça nous donne que valeur absolue de U2 moins A est strictement inférieure à valeur absolue de U1 moins A. Autrement dit, U2 est encore plus proche de A que U1. Et la répétition de ce processus, c'est exactement ce qui définit la suite. Hein. UN plus 1, c'est f de un. Donc, si on écrit pour un n quelconque maintenant, eh bien, on sait que un plus 1 moins a est inférieur ou égal à k fois un moins a. Et ça, car un plus 1, c'est f de un, a, c'est f de a, et que la fonction est K-Lipschitzienne. Sauf que, et là, on remonte le processus de la nème étape jusqu'à la première, un moins a est inférieur lui-même à k fois un moins 1 moins a, qui lui-même est inférieur à k fois UN-2, pardon, moins A, etc., etc., etc. Et au final, UN plus 1 moins A est inférieur ou égal à K puissance N plus 1 U0 moins A. Hein, parce que là, quand on remonte le processus, on va descendre jusqu'à N moins N, c'est U0, et on aura accumulé N plus 1 facteur K. Là, on en a 3 et on a un 2 ici. Là, on a 2 et on en a un I ici. Donc, quand on a 0 ici, on a N plus 1 ici. Donc, si on récapitule, quand on applique la fonction à l'axe d'abscisse, il se contracte, car la fonction est K-Lipschitzienne d'un facteur K inférieur à 1. En répétant ça, à chaque étape de la répétition, UN se rapproche de plus en plus de A. Et strictement, c'est-à-dire qu'elle ne va jamais rester au même endroit. K est strictement inférieur à 1. Donc vraiment, à chaque fois, on se rapproche. Et donc, si on continue ce processus jusqu'à l'infini, il est évident que UN va converger vers A. Et la preuve, elle est toute bête. En effet, on peut montrer par récurrence que pour tout n appartenant à n, la distance entre UN plus 1 et A est plus petite ou égale à K puissance n fois la distance originale, donc avec laquelle on a démarré ici, entre U0 et A. Or, K est strictement inférieur à 1, donc K puissance n fois valeur absolue de U0 moins A tend, quand n tend vers plus l'infini, vers 0. Et valeur absolue de UN plus 1 moins A, la distance, elle est évidemment toujours positive. Hein. Donc, par théorème des gendarmes, ou théorème d'encadrement, comme vous voulez, valeur absolue de UN moins A tend, quand n tend vers plus l'infini, vers 0. La distance entre UN et A tend vers 0. C'est évidemment exactement la même chose que dire que UN converge vers A. Si vous n'êtes pas totalement sûr, écrivez les deux définitions. La définition de la convergence d'une suite, c'est simplement dire que la distance entre les termes de la suite et la limite tend vers 0, donc c'est exactement la même chose. Donc UN converge vers A. Donc si on récapitule le phénomène, on est parti du fait que valeur absolue de f' de A était inférieure à 1. Grâce à la classe C1, on a pu établir que quand on bouge un petit peu autour de A, donc au voisinage de A, eh bien la valeur absolue de f' va bouger seulement un petit peu autour de la valeur absolue de f' de A. On a donc pu établir qu'au voisinage de A, f contractait les distances, c'est-à-dire était K-Lipschitzienne avec K strictement inférieur à 1. A étant un point fixe de f, à chaque fois qu'on applique f, A ne bouge pas. Par contre, les points qui sont au voisinage, donc, dans ce segment I inter A moins alpha, A plus alpha, ils se rapprochent de A. Autrement dit, quand on applique successivement F, A va attirer les points autour vers lui. On dit donc que A est un point fixe attractif. Si l'on place un point U0 suffisamment proche de A et qu'on obtient les termes suivants en appliquant successivement F, eh bien, on converge vers A. Par contre, attention, si U0 est trop loin, c'est-à-dire est en dehors de cet intervalle où on contrôle la valeur absolue de f', f n'est plus K-Lipschitzienne. Et on ne sait pas du tout ce qui se passe. On ne sait pas du tout si les termes vont successivement se rapprocher de A. Ils peuvent totalement s'éloigner si U0 est loin de A. Et c'est ce que l'énoncé nous dit. On notera que le résultat est local. Si U0 est loin de A, le comportement de UN peut être très différent. Autrement dit, si l'on place U0 ici, on est sûr qu'on va aller vers A. Mais si on place U0 trop loin, eh bien, on peut totalement aller autre part.
Et ça met en lumière une subtilité de la question que j'ai pas adressée dans ma première preuve. On a le contrôle sur la suite uniquement si tous les termes se situent dans le bon voisinage, donc ne sont pas trop loin de A, et sont aussi dans I. Si un seul des termes de la suite venait à sortir, par exemple U6, du voisinage, eh bien on perdrait tout le contrôle sur la suite, et on ne pourrait pas dérouler et remonter le processus comme je l'ai fait ici. Bon, heureusement, c'est pas le cas. On sait que F contracte les distances autour de A. C'est-à-dire que si on part d'un point qui est déjà dans le bon voisinage, en le passant dans F, on se rapproche encore de A. Donc on risque pas de sortir du voisinage. Mais pour que la preuve soit complète, c'est important d'écrire cela au propre. Donc voici la preuve complète de la question B. Si vous voulez lire, faites pause ou téléchargez le PDF des notes présentes dans la description. Allez, on passe maintenant à la question C, dans laquelle on va traiter des points fixes répulsifs. Tout ce qu'on a fait dans les questions A et B, ça relevait, comme je l'ai dit, des points fixes attractifs. Donc, les points fixes attractifs, ils sont définis, pour les fonctions de classe C en tout cas, par le fait que valeur absolue de f' de A est inférieure à 1. Bon, on peut donc s'attendre à ce que les points fixes répulsifs soient définis par le fait que valeur absolue de f' de A va être supérieure à 1. On suppose donc cela, et on se propose de montrer que la suite UN converge vers A, si et seulement si elle est stationnaire. Par contre, ici, il y a une imprécision de l'énoncé. Si la suite est stationnaire, mais dans un point B qui est différent de A, alors elle ne va pas converger vers A. Donc ici, l'énoncé aurait dû préciser si et seulement si elle est stationnaire en A. Bon, ici, la question, elle se passe clairement en opposition par rapport aux deux questions précédentes. On part de l'hypothèse inverse, valeur absolue de f' de A est supérieure à 1, et on essaie d'arriver à un résultat inverse. C'est-à-dire que la suite UN, en gros, ne converge pas vers A, à part évidemment si elle vaut A dès le début. Donc ici, il faut essayer de voir où est-ce que notre raisonnement va se casser. Bon, dans les questions précédentes, la suite convergeait vers A parce que, grâce à l'hypothèse que la valeur absolue de f' de A était inférieure à 1, on arrive au fait qu'autour de A, la fonction est contractante. Donc, elle contracte les distances. C'est-à-dire que tout point va se rapprocher de A quand on va le passer successivement dans F. Comment est-ce qu'on pourrait éviter à tout prix la convergence vers A? Eh bien, si on avait exactement l'inverse. C'est-à-dire une fonction qui, quand on est assez proche de A, rejette les points. C'est-à-dire que quand on applique F, eh bien ici U0 qui commence à une certaine distance de A s'éloignerait de A. En fait, on aimerait une fonction qui cette fois-ci dilate les distances et donc d'un facteur plus de 1 à chaque fois. Donc au contraire de la lipsitianité où on cherchait à majorer la pente, majorer ce facteur de dilatation des distances, ici on va essayer de le minorer. Et l'idée elle est toute simple. Si on arrive à minorer ce facteur de dilatation autour de A par quelque chose de strictement plus grand que 1, eh bien on sera sûr que dès qu'on place un point à côté de A, quand on passe dans la fonction, A restera évidemment à A, car f de A égale A, mais f de U0 s'éloignera, donc U1 s'éloignera, A va repousser la suite et elle ne convergera pas vers cette valeur. Donc pour avoir l'intuition sur cette question, c'est vraiment important de voir comment elle se met en opposition avec les questions précédentes, d'essayer d'appliquer le raisonnement précédent et de voir quel est le critère important qui ferait que la suite ne puisse pas converger vers A. Et là, on voit que si la contraction des distances est remplacée par une dilatation des distances, eh bien la convergence assurée est remplacée par une convergence impossible. Donc notre objectif cette fois-ci, ça va être de minorer la valeur absolue de la dérivée autour de A par quelque chose de strictement plus grand que 1. Et ça, encore une fois, on a juste à appliquer la définition de la continuité. Tout à l'heure, quand on l'a appliqué, on a considéré que le côté droit de l'égalité qui permettait de majorer cette quantité. Mais si on fait exactement la même chose, mais en minorant la quantité, on va pouvoir minorer valeur absolue de f' de x. Donc cette fois-ci, on va vraiment tout faire à l'envers. On va choisir k qui va être entre 1 et valeur absolue de f' de a exclue des deux côtés. Et comme précédemment, il existe alpha supérieur à 0, tel que valeur absolue de f' de x est strictement supérieur à k pour tout x appartenant à i inter a moins alpha, a plus alpha. On fait exactement la même chose, mais à l'envers. À ce stade-là, vous devriez pouvoir rédiger cette partie de la preuve grâce à l'intuition déjà sur la question et au modèle de la preuve de la question A. En particulier, vous devez choisir le bon epsilon et rappelez-vous de l'idée. La continuité de la valeur absolue de la dérivée nous permet d'assurer que valeur absolue de f' ne va pas trop s'éloigner de valeur absolue de f' de A. Ici, on veut qu'elle ne s'éloigne pas trop en descendant pour qu'elle reste toujours supérieure à 1. Et c'est pour ça qu'on prend un cas particulier qui est strictement supérieur à 1, mais strictement inférieur à f' de A. C'est pour pouvoir jouer dans cette zone autorisée d'éloignement. Et grâce à ça, on obtient l'existence d'un tel alpha. Maintenant, on l'a dit, l'intuition qu'on a sur le fait que la suite UN ne puisse pas converger vers A, c'est que dès qu'elle va s'approcher un petit peu trop de A, donc qu'elle va rentrer dans ce voisinage, et ben f va dilater la distance à A, donc la suite va encore s'en éloigner. Mais là, c'est un petit peu maladroit de tenter un raisonnement direct qui montre ça. Ce qui est beaucoup plus malin, c'est de procéder par l'absurde. On va supposer que la suite converge vers A, sans être stationnaire. On va voir qu'à un moment, ça implique que la suite rentre dans cet intervalle, entre guillemets, interdit autour de A, et donc soit directement renvoyée dehors par la fonction. Donc, voici la preuve complète. D'abord, notre petit raisonnement avec le cas.
Ensuite, par l'absurde, on suppose que UN converge vers A sans être stationnaire. Comme UN converge vers A, alors à partir d'un certain rang, elle est située dans notre fameux intervalle I inter A moins alpha A plus alpha. Ensuite, je me suis permis de supposer, sans perte de généralité, que c'était le cas pour tout N. Alors, sans perte de généralité, qu'est-ce que ça veut dire? Pour être plus précis, on pourrait considérer que la suite commence en dehors de ce voisinage et l'atteint au bout d'un certain rang grand N. Et ensuite, elle se ferait éjecter de ce voisinage à partir du moment où elle y est rentrée. Mais au final, on peut directement considérer que la suite commence à ce voisinage parce que, bon, ce qui se passe avec ces grands N premiers termes, on s'en fiche un petit peu. Nous, ce qui compte, c'est que comme la suite converge vers A, il y a un moment où elle reste bloquée dans ce voisinage. Donc on suppose que c'est le cas dès le début. Ensuite, on utilise l'égalité des accroissements finis, j'en parlerai juste après, pour montrer que la distance entre UN et A est plus grande que K fois la distance entre UN-1 et A, K étant strictement supérieur à 1, la distance a augmenté, la fonction dilate les distances au voisinage de A. Et ensuite, de la même manière que dans la question B, par récurrence, on montre que valeur absolue de UN-A est supérieure ou égale à K puissance n, valeur absolue de U0-A, ce qui est d'ailleurs strictement à 0, parce que sinon U0 serait égal à A, donc f de U0 serait égal à U1 serait égal à F2, A serait égal à A, et au final, la suite serait stationnaire. Évidemment, ici, on a supposé par l'absurde que c'était pas le cas. Donc au final, UN-A va tendre vers plus l'infini. C'est-à-dire que si on suppose que la suite converge vers A, alors à un moment, elle reste bloquée dans ce voisinage, mais dans ce voisinage, elle ne fait que de se faire éjecter plus loin. Et en fait, la distance entre UN et A, elle tend vers plus l'infini. Évidemment, c'est absurde. Parce que dans ce cas-là, la suite ne converge pas du tout vers A. Dans la pratique, c'est important de comprendre que c'est pas parce qu'on approche une telle suite de A à un moment donné qu'elle va forcément diverger vers plus l'infini. Car en réalité, à un moment, la suite va sortir du voisinage où on la contrôle. Elle pourra, si elle veut, y re-rentrer un moment, mais ce qui compte, c'est qu'elle ne pourra jamais y rester indéfiniment. Et donc jamais converger vers A. C'est donc absurde, donc UN ne converge pas vers A si elle n'est pas stationnaire en A. L'autre sens est évident, si on pose U0 égale A, alors U1 égale F de A égale A, et la suite est stationnaire en A. Un petit mot sur l'égalité des accroissements finis. Tout à l'heure dans la question A, pour passer de la condition sur la dérivée qui était bornée par 1 à une condition sur les pentes de manière générale, on a utilisé l'inégalité des accroissements finis. Cette inégalité, elle permet de majorer les choses. Si on majore les vitesses instantanées, donc les dérivées, alors on peut majorer les vitesses moyennes, donc les pentes. Ici, on ne peut pas exactement utiliser ça parce que notre but, c'est de minorer la distance entre UN et A. Donc pour faire le lien entre dérivée, donc vitesse instantanée, et pente à ce moment-là, on utilise en réalité le théorème qui mène à l'inégalité des accroissements finis, qui est l'égalité des accroissements finis. C'est aussi un résultat de cours. Je vous mets un lien dans la description vers une vidéo qui explique le théorème, mais je vous encourage d'abord à faire ce travail par vous-même, donc essayez de comprendre l'intuition derrière ce théorème avant de regarder la vidéo. Au final, ça nous permet de faire exactement ce qu'on a dit, c'est-à-dire montrer que les distances se dilatent par un facteur de plus de 1 dès qu'on est trop proche de A. Donc voilà, on a terminé l'exercice et on a découvert les notions de points fixes attractifs et points fixes répulsifs. Les points fixes attractifs contractent les distances autour d'eux dès qu'on s'en approche assez, et donc font converger les suites définies par récurrence avec la fonction associée. Et au contraire, les points fixes répulsifs, comme leur nom l'indique, repoussent de telles suites dès qu'elles s'approchent trop de lui, en dilatant les distances par un facteur de plus de 1. Et dans le cas des fonctions de classe C1 d'un intervalle I de R dans lui-même, tout cela est simplement déterminé par la valeur absolue de la dérivée au point fixe. Mais bon, pour ces résultats qui au final sont assez simples, on a dû quand même pas mal travailler et comprendre exactement ce qui se passe lors de ces phénomènes. Et une fois qu'on sait comment ça marche, ça fait toujours plaisir de le voir en action sur quelques exemples. Alors, allons-y. On se retrouve ici sur Desmos, qui est une calculatrice graphique en ligne, qui est un outil absolument excellent pour visualiser à peu près n'importe quoi en maths. Et j'ai ici mis en place un petit outil qui va nous permettre de visualiser les phénomènes de points fixes attractifs et points fixes répulsifs. Alors ici, la courbe en bleu, c'est la courbe d'une fonction, qui est la fonction 1 moins x carré sur 2. Cette fonction, elle a un point fixe en 2 moins racine de 3. Donc ce point fixe, il est situé ici, à l'intersection entre la courbe de la fonction et la droite d'équation y égale x. Et en ce point fixe, la valeur absolue de f' de a, c'est 0,73. Donc c'est strictement inférieur à 1. Et d'après nos résultats du jour, si je fais démarrer une suite pas trop loin de ce point fixe, elle devrait converger vers celui-ci. Bon, ici en réalité la dérivée de f est inférieure à 1 sur tout le segment 0,1, donc là j'ai démarré à 0,7 et on va voir ce qui se passe. Donc la suite elle va être représentée par une spirale, c'est un mode de représentation assez connu et assez visuel, et on va voir si on confirme nos résultats. Et voilà. Quand on joue l'animation, on part du point rouge qui est ici, qui est 0,7, c'est U0, et bien on voit que progressivement, la suite converge bel et bien vers le point fixe qui est 2 moins racine de 3. Alors, deuxième exemple, on considère ici la fonction 1 moins x au carré qui a un point fixe en 1/2 de 3 moins racine de 5
et la valeur absolue de la dérivée en ce point fixe, c'est 1.23, donc supérieur à 1. Et là, la suite démarrant très proche du point fixe, elle devrait être repoussée par ce dernier et échouer à converger vers ce dernier. Alors, on y va. Et voilà, on voit ici que la suite s'éloigne petit à petit, donc la distance au point fixe ne fait qu'augmenter comme prévu par notre exercice. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous en remercie. J'espère qu'elle vous aura aidé dans votre quête d'intuition mathématique ou du moins diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager à toute autre personne à qui elle est susceptible d'être utile et à la récompenser par un like et un abonnement. Et sinon, n'hésitez pas à suggérer des améliorations dans les commentaires. Quant à moi, je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine sur Isomath.